E fidèle donde sei, non sarà più finito. E per prendere il cuore, ora in affezione, vieni di punto, o de da o de ho, e vous l'era pas, nous sommes résolus de mourir, pour l'Afrique et pour Mali, notre drapeau. Yahya Cissé è un ragazzo oggi di 38 anni che da più di 5 anni è abbandonato nelle carceri della Mauritania senza aver commesso nulla di male, eppure condannato a morte. Yahya è nato a Mopti, cittadina del Mali, il 12 febbraio del 77. Yahya nasce da una famiglia povera, o almeno che normalmente definiamo povera, ma intraprende gli studi. Grazie alla sua volontà e al liceo comincia a lavorare proprio per sostenersi e sostenere la famiglia. Ben presto, tuttavia, dovrà abbandonare la scuola e comincia una formazione professionale nel settore degli scambi doganali. Alla ricerca di un futuro migliore per lui e la famiglia si trasferisce prima a Koulikoro nel sud del Mali, dove apre un'attività legata al settore commerciale, e infine decide di cercare migliore fortuna in Mauritania, dove sembrava prospettarsi una situazione lavorativa più sicura. Parte quindi per la Mauritania nel 2003 a soli 26 anni, dove viene assunto in dogana. Vive e lavora a Nouadhibou, città della Mauritania con un alto tasso di migranti maliani, ma anche punto di partenza per molti migranti in fuga non regolari. La cittadina è sul mare, la sua integrità e onestà e il suo impegno per i migranti maliani lo portano ad essere eletto prima segretario del Consiglio dei Maliani di Rosso dal 2005 al 2009 e poi presidente dell'associazione Yereco, nel quale ruolo si occupa appunto dei migranti e lotta contro la migrazione clandestina. Ma lo si ricorda anche in numerose azioni di salvataggio di migranti in mare o comunque in azioni di soccorso. La sede di Maliani a Nouadhibou diventa un punto di riferimento H24, quasi l'unico nel paese per i tanti maliani che la vivono o transitano, e molte sono le attività realizzate da lui, tra cui l'accesso alla TV nazionale maliana, l'ORTM. Ricordiamo numerosi incontri e riconoscimenti ed azioni attraverso le immagini, quali l'incontro con i rappresentanti della CIMADE, del Comitato Intermovimento e della Organizzazione Mondiale della Migrazione. E non ultimo dobbiamo ricordare la missione effettuata da Yahya in Marocco, sempre nel quadro delle azioni di lotta alla migrazione clandestina, e spesso ci raccontano, Yahya sosteneva da sé le spese per queste attività. In quanto rappresentante quindi della comunità maliana in Mauritania e considerata tra l'altro la situazione di crisi in Mali, Yahya partecipa anche alla politica maliana e viene nominato vicepresidente della coordinazione IBK, cioè dell'organismo che ha promosso la campagna elettorale per il presidente attuale del paese. In tale veste andò peraltro in Mali proprio per l'apertura della campagna elettorale. Questo per dire anche che Yahya era dunque piuttosto conosciuto e apprezzato, peraltro, per la sua integrità da quasi tutti i maliani e persino dal presidente in carica oggi in Mali. Quest'ultimo aspetto è certo importante per capire. Per ora presentiamo la conferenza stampa sperando che molti, ma soprattutto i maliani e africani in Italia, la comprendano, anche se in francese. La conferenza è stata promossa dall'avvocato Karen B, che è peraltro il presidente di Avocats Sans Frontières, insieme alla famiglia di Yahya e a noi dell'associazione promotrice Solidarité Nord-Sud Onlus. Poi cercheremo di entrare nel merito, spiegando il francese. Et merci encore à tous nos invités et à tous les participants à cette conférence de presse. Ça, c'est possible. Que nous organisons ce soir à l'intention de notre frère et compatriote Yahya Cissé. Le thème retenu pour nous et par nous aujourd'hui est le cas d'erreur judiciaire, un cas d'erreur judiciaire frappant Yahya Cissé, condamné à la peine de mort par les juridictions mauritaniennes. En effet, l'infraction reprochée à
de meurtre, avec complicité de meurtre. Pourquoi nous voulons cette conférence aujourd'hui? C'est parce que nous pensons intimement qu'il s'agit d'un cas d'erreur judiciaire qui frappe M. Sissi. En plus de cela, c'est notre compatriote. Nous devons l'aider et cette aide ne va pas sans le rôle joué par la presse. Ça peut être la presse nationale comme par la presse internationale. Nous savons que la presse joue un grand rôle dans ces mondes. C'est pourquoi nous vous avons vraiment demandé et je vous remercie encore d'avoir accepté cette invitation et d'avoir été présent ici dans cette salle. Ceci dit, nous vous rappelons que lorsque le juge d'instruction en Mauritanie, il s'agit du juge d'instruction d'une juridiction mauritanienne à Ouadhibou, lorsqu'il a été saisi par le procureur de cette juridiction pour ces cas de meurtre et de complicité de meurtre, il a instruit son dossier et lui, il pense qu'il devait renvoyer ses dossiers devant la chambre criminelle de cette juridiction. Quand il a renvoyé les dossiers, d'après son intime conviction, cette juridiction, qu'on appelle cour criminelle de Ouadhibou, a rendu un jugement numéro 42 2012 en date du 28 juillet 2012. Nous avons fait ces détails-là dans le communiqué de presse que vous avez entre vos mains. Tous les détails sont là. Et c'est ce jugement qui a condamné M. Sissi à la peine capitale. Ce jugement a ensuite été confirmé par la Cour d'appel, par un arrêt numéro 71 2012. Et ensuite par la Chambre pénale de la Cour suprême de la République islamique de Mauritanie. Il s'agit d'une confirmation par l'arrêt numéro 21-2013 du 4 mai 2013. Donc, le cas est très grave. Ça, c'est l'instance suprême de la juridiction mauritanienne. La Chambre pénale de la Cour pénale de la Cour suprême de la République islamique. Nous avons un confrère que je connais bien pour avoir été dans beaucoup de dossiers sur le plan international, Maître Saïdi, qui est un avocat, un grand avocat mauritanien. Il a fait beaucoup de démarches. Et nous avons lu un peu ses correspondances adressées aux autorités administratives et judiciaires de son pays. Il n'a pas désigné sur les moyens. Il a été très clair. Mais nous voulons vous rappeler ici les circonstances de l'arrestation de Yaya Sissi. Ces circonstances sont vraiment édifiantes pour vous dire qu'il s'agit, selon nous, d'un véritable cas d'erreur judiciaire qui peut frapper tout le monde. En effet, Yaya Sissi nous a affirmé que le 25 juillet 2010, il a pris l'avion de la compagnie mauritanienne par le vol MKTT pour arriver à Bamako le 26 juillet à 2010 à 0h40. Il a quitté Ouadhibou pour être à Nouakchott le 25, le jour où le crime a été commis à Ouadhibou. Mais déjà le 25, il y a une très grande distance, c'est comme Bamako Mopti à peu près. Il était déjà à Nouakchott, il a pris le vol MKTT, l'itinéraire Nouakchott-Dakar, Bamako. Et à 0h40, il était à Bamako. Il a été accueilli par des amis à l'aéroport de Bamako le 26 à 0h40. Or, il se trouve que c'est le même jour, 26 juillet, à 1h du matin, que le meurtre a été commis
en Ouaddaï. Donc pratiquement, ce n'était pas possible qu'il soit en même temps en Ouaddaï et à Bamako à la fois. Donc c'est dans ces circonstances-là que ce monsieur a été arrêté simplement sur une dénonciation calomnieuse d'une détenue, d'une femme détenue, qu'il a accusée. Alors que lui, malgré les divers témoignages des amis, malgré ses documents de voyage, notamment son passeport qui contient les cachets arrivés à notre aéroport ici à Sénou, ainsi que le jour de son retour le 1er août, les autorités mauritaniennes n'ont pas voulu tenir compte de tout cela. Et la femme qui l'a accusée, la détenue, vous savez quand est-ce qu'elle l'a fait? Il y a eu les enquêtes au niveau de la police, elle ne l'a pas dénoncé. Il y a eu les enquêtes au niveau du procureur avant qu'il n'envoie le dossier au juge d'instruction. Elle ne l'a pas accusé. C'est lors des jugements, 2 ans après, lorsque c'est Miché qui est toujours prêt à servir ses compatriotes en tant que président d'une association des recours des manières. Il menait des démarches pour voir comment est-ce qu'il peut intervenir auprès de nos compatriotes qui sont détenus dans ces dossiers-là pour qu'ils puissent être jugés légitimement. Mais malheureusement, on l'accuse, on le prend, on le met en prison et il a toujours clamé son innocence. Mais excusez-moi, la justice mauritanienne souvent, telle qu'elle est, on n'a pas tenu compte de tout ce qu'il a dit. Et voilà, il y a une sanction capitale qui pèse sur sa tête. C'est pourquoi nous avons entrepris des démarches et c'est l'occasion de remercier encore Mme Rodava ainsi que son association et toutes les personnes. Il y a eu des gens de la presse, il y a eu des amis, il y a eu beaucoup de gens qui sont intervenus pour qu'il puisse recouvrer sa liberté parce qu'il est innocent. Ce n'est pas simplement un rôle d'avocat. Si moi j'étais convaincu qu'il était coupable, j'allais peut-être demander d'autres mesures administratives. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent comme quoi, pourquoi il ne demande pas la grâce présidentielle. C'est vrai, la grâce présidentielle, c'est une solution. Mais vous allez mourir avec le chagrin. Parce que en vous, votre fort intérieur, vous ne vous sentez pas coupable. Ça, c'est très grave. C'est pour qu'il a toujours dit qu'il veut pas la grâce présidentielle. Il veut que la justice soit rendue jusqu'au bout. Maintenant, quand on arrivera au terminus, excusez-moi l'expression, en ces points, il peut demander. Il n'y aura aucun autre recours. Donc, comme démarche d'entreprise, il y a son avocat en Mauritanie qui a fait une correspondance au ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Il a rencontré l'ambassadeur du Mali en Mauritanie et le représentant de la SECNA auprès de la République islamique du Mali. Ici au Mali, moi personnellement, j'ai écrit et rencontré les différents responsables suivants. La société d'assistance aéroportuaire du Mali, Assam, les gens qui sont en entrée et en sortie, le représentant de la SECNA au Mali, j'ai tous ces correspondances avec moi, l'Agence nationale de l'aviation civile, le président directeur général des aéroports du Mali, que j'ai rencontré personnellement avec correspondance à l'appui, et le directeur de la police des frontières, sous-couvert directeur général de la police, la représentante de la compagnie Mauritian Airlines au Mali. Et là, je dois souligner que c'est là, cette dame m'a dit qu'elle ne peut rien. Parce qu'au-delà des cachets et des correspondances, du passeport de M. Cissé qui a été détenu par les autorités mauritaniennes par déjà elle, nous avons tout fait pour recouvrer ces documents impossibles. Pour nous, on allait avoir la possibilité
à travers ces différentes structures, d'obtenir la liste des passagers qui sont arrivés à Bamako le 26 juillet. Malheureusement, au niveau de la police, de l'Assemblée, on nous dit non, nous on vient de commencer, c'est maintenant qu'on nous a donné les matériels pour faire ce travail-là. Et à la police aussi, c'est toujours la même chose. Donc, nous sommes vraiment dans le regret de vous signaler que souvent, ça ne va pas. Et quant à la compagnie Mauritanian Airlines, laquelle qui devait vraiment être un rempart pour nous, on a rencontré cette représentante, elle nous dit, ah monsieur, je ne peux rien pour vous. Parce qu'au moment en 2010, où Yaya venait au Mali, c'était la compagnie Mauritania Airways. Or, c'est une compagnie qui est dissoute. Elle n'a rien à voir avec l'actuelle compagnie qui est Mauritanian Airlines. Vous voyez quel chagrin, quelle peine ça fait pour nous. Donc jusqu'à présent, nous sommes dans ces recherches et on était obligé d'envoyer une correspondance au procureur de la République, le tribunal de première instance de la commune 6, qui a fait une réquisition qu'on a adressée à la société Orange Mali. Parce que lorsqu'il est arrivé à Bamako, on l'a appelé et lui, il a fait des communications. Donc, à travers Orange Mali, on pouvait savoir s'il était au Mali. Parce qu'il faut tout faire pour sauver sa vie. Lui qui est parti, qui a fait des démarches 2 ans après le crime. Mais voilà, c'est lui qu'on arrête. Donc, à Orange Mali, on a été confronté tous les jours en enquête. Par jour, le nombre de tous les films qui passent, par semaine, par mois, par an, pendant 10 ans, 5 ans comme ça, pratiquement ils sont là-dessus. C'est des gens qui ont été sensibles à notre problème, mais les difficultés matérielles font qu'on n'arrive pas jusqu'à présent à nous communiquer. Même pas plus tard que lundi passé, on nous avait dit de les appeler à 15h. Comme ça, ils allaient nous dire où est-ce qu'on en était. Malheureusement, ils sont là-dessus. Ils ne sont pas encore sur le point de nous fournir cette information formidable. Donc aujourd'hui, l'objectif que nous visons pour cette conférence, je l'ai dit tantôt, c'est d'apporter de nouveaux témoignages. Nous avons des gens, des personnes qui sont témoins, qui savent que Yaya était là le 26 à 0h40 du matin, alors que le crime à Nouadhibou a été commis le même jour 26 mai à 1h du matin, après qu'il soit au Mali. Les personnes qui sont parties là, qui à l'aéroport, il y a notamment Mme Zalo, ici présente, qui va certainement vous dire ce que vous voulez en vous posant des questions. Nous pensons aussi qu'il y a M. Kouraki qui pourra vous parler de la vie de Yaya, qui il est, son cursus scolaire, ses activités professionnelles, sociales et familiales, pour que vous compreniez qui était ici. Mais également, s'agissant d'un cas de rêve judiciaire frappant une personne condamnée à mort, il importe pour moi, personnellement, en qualité d'avocat et en doublé de défenseur des droits de l'homme. Je suis dans la défense des droits de l'homme. J'ai été pendant 11 ans le président de l'avocat sans frontières Mali, à 4 mois de défense. Et nous avons tenu ici pour la conférence. Et d'ailleurs, nos conférences étaient très souvent couvertes par la presse. Parce que pour nous, à l'image de Napoléon, nous pensons que la vie ne peut pas aller sans la presse. Ce n'est pas un slogan vide que je fais, ce n'est pas une flatterie. Je suis convaincu que sans la presse, l'information ne circule pas. Sans information, la vie ne peut pas continuer. C'est une conviction personnelle. C'est pourquoi nous vous avons demandé de bien vouloir nous aider dans cette tâche. Car au-delà de tout, nous pensons que l'idée
l'idée selon laquelle nous pensons qu'il vaut mieux condamner un innocent que d'acquitter un coupable. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Pardon, il vaut mieux relaxer ou acquitter, excusez-moi, un coupable que de condamner un innocent. C'est l'idée. Enfin, s'agissant de la peine de mort, encore appelée peine capitale, c'est une peine qui est prévue par notre texte, le code pénal malien, qui date du 20 août 2001 et qui stipule au Mali, en tout cas, tout condamné à mort sera fusillé. Il y a plusieurs formes d'exécution, mais au Mali, tout condamné à la peine de mort sera fusillé. Et je profite de l'occasion pour vous rappeler que la dernière exécution au Mali date de 1980, précisément du 21 août 1980. Je vous remercie de votre bonne attention et en demandant encore aux autres qui peuvent ajouter quelque chose, et si possible, vous aurez l'occasion de vous poser des questions. Je vous remercie. Per prima cosa va precisato che dal giorno della conferenza ad oggi l'avvocato di Yahya ha ricevuto risposta da Orange e ha dunque acquisito la lista delle telefonate fatte da Yahya di cui parla l'avvocato nella conferenza, fatte cioè da Bamako dal 26 gennaio 2010. Ha acquisito dunque, seppure a gran fatica, un'importantissima e ulteriore testimonianza della presenza di Yahya a Bamako nei giorni del delitto di cui viene accusato. Vediamo adesso magari più in dettaglio. Yahya Cissé è dunque accusato di un delitto avvenuto a Nouadhibou, ovvero a più di 200 km da Nouakchott, nel momento stesso in cui Yahya era in viaggio per Bamako, partito dalla capitale mauritana e arrivato a Bamako via Senegal. Stiamo parlando esattamente del 26 luglio 2010. Numerosissime sono le prove a testimonianza di questo, dal passaporto con i timbri di entrata a Bamako giusto all'alba del 26 luglio, al biglietto aereo, dalle telefonate effettuate da Yahya in partenza dall'aeroporto ed anche dal Senegal e da Bamako stessa, dalle persone incontrate lungo la strada per l'aeroporto di Nouakchott a quelle incontrate a Bamako, tra cui la ex moglie di Yahya che è andata a prenderlo all'aeroporto il 26 luglio stesso e che ha testimoniato anche alla conferenza che vi presentiamo in questo video. Il processo che Yahya ha subito senza essere difeso degnamente e senza nessun intervento dello Stato maliano, in quel momento in piena crisi istituzionale, può considerarsi sicuramente un processo ingiusto, a norma e nel rispetto dei principi potremmo dire giurisdizionali universali, facendo comunque riferimento sia alla Carta dell'Unione Africana, in particolare al suo articolo 7, di cui entrambi i paesi fanno parte, e sia alla Carta europea, e poiché tutte le prove da lui presentate non sono state accettate. Pensate che i visti sul passaporto sono stati tout court dichiarati falsi e il passaporto requisito e malgrado le numerose richieste di Yahya e del suo legale oggi non è ancora stato restituito il passaporto. Nessuna indagine è stata fatta sulle prove da lui portate come per esempio le telefonate effettuate che da sole già basterebbero a discolparlo. Yahya è stato condannato senza prove a suo carico e questo 2 anni dopo il delitto sulla base della testimonianza di una donna arrestata per quel delitto immediatamente dopo i fatti e che dopo 2 anni ha cambiato versione accusando Yahya e ottenendo una condanna a soli 5 anni al processo mentre Yahya viene condannato a morte. Anche un cieco capirebbe. Yahya si è sempre dichiarato innocente, ha interpellato più volte le autorità del suo paese e della Mauritania, ma nessuno vuole agire perché verità sia fatta. A Yahya è stata proposta la grazia, ma lui l'ha rifiutata. Vuole giustizia e noi con lui. Yahya dovrebbe chiedere perdono per un terribile delitto non commesso e anzi, in base alla legge islamica mauritana, dovrebbe persino risarcire la famiglia dell'assassinato per ottenere la grazia. Il povero vecchio assassinato, infatti, era una guida del Sahara e venne non solo ucciso, ma fatto a pezzi e i suoi resti sparsi per la città. Yahya dovrebbe chiedere perdono, Yahya vuole la verità e noi con lui, perché si vuole nascondere la verità
Perché si ostacola la ricerca delle prove e non si restituisce il passaporto a Yahya per poterne convalidare i timbri? Perché l'ambasciata maliana a Nouakchott non risponde a questa giusta richiesta di un suo cittadino, ambasciata che dovrebbe anzi farsi garante della tutela di un cittadino maliano? È difficile comprendere perché Yahya, che era ben conosciuto e stimato in Mauritania ed anche a Bamako, dove si era recato a rappresentare la comunità maliana in Mauritania in occasione dell'apertura della campagna elettorale del presidente attuale, Yahya, che era stato scelto come vicepresidente della commissione per la campagna stessa, è stato dimenticato dagli eletti e da tutti e nessuno. Nessun rappresentante ufficiale si è mai recato, ad esempio, ad ascoltare le sue ragioni. Perché tutti sono convinti dell'evidenza, dell'innocenza di Yahya, ma nessuno lo sostiene e lo ascolta nella sua lotta per la giustizia? Yahya e noi con lui stiamo combattendo perché sia raccolta la giusta richiesta della riapertura o riesame del processo, poiché Yahya ha diritto ad un giusto processo e alla giustizia. Continuiamo con alcune delle testimonianze in favore di Yahya alla conferenza e seguono poi alcune domande dei giornalisti presenti e le risposte Je dell'avvocato. m'appelle Amadou Bekonake, je suis le demi-frère d'Aya Sissi, je précise bien. Et c'est avec un grand honneur, j'ai été délégué par la famille de venir à cette conférence de presse et de faire un aperçu sur le parcours de mon grand frère. Vraiment, la famille est dépassée de la situation de mon frère. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que nous vivons ce calvaire. Je rappelle bien, notre frère a été accusé d'un crime après 2 ans. 2 années, vous imaginez. Lui qui se battait pour ses frères qui sont enfermés depuis 2010. Et c'est en mars 2012 que voilà, il a été, entre guillemets, sous un complot, je dirais moi, accusé. Voilà. Et je vais succinctement vous parler de mon frère, Yahya Sissi. À l'état civil, son père s'appelle Ousmane Sissi et notre mère s'appelle Diko Sissi. Yahya est né le 12 février en 1977 à Mopti. Il est marié et père de 2 enfants. Une petite fille âgée de 5 ans et son premier garçon a 8 ans aujourd'hui. Sinon bientôt. Il est à Bamako actuellement. Yahya est natif de Mopti. Il a débuté l'école précisément en juin et en octobre, je m'excuse, en octobre 1985 à Bankas. C'est notre oncle. C'est là-bas qu'il a commencé l'école primaire. Mais après qu'il ait obtenu son CEP à l'époque, il est venu faire le second cycle à Mopti. Le second cycle, le groupe scolaire Robert Sissi 1, d'où il obtint son DEF en juin 1992 à 1994. Yahya Sissi a été orienté au lycée Amadou Diko de Mopti, qui se trouve à Sévaré. Yahya, pour des problèmes familiaux à l'époque, de par son courage et son envie de bien faire pour la famille, j'ai dirais été contraint d'abandonner l'école en 9e année, qui a été, par ses amis, connu par son dynamisme, puisqu'il était l'un des meilleurs syndicats ou des délégués auprès de la commission des gestions des bus scolaires. Et je rappelle qu'à l'époque, il y avait un bus qui amenait les lycéens de Mopti à Sévaré. De par son dynamisme, il a été très remarqué à l'époque. Et je rappelle, nous qui étions ses frères, étaient très fiers de lui. Et Yahya est venu continuer avec notre aîné, ici à Bamako, faire des formations en transitaire. Et il obtient ce diplôme 2 années après, en novembre 1998. Là, après avoir suivi ses formations en transitaire, avec son mentor,
il a commencé à travailler dans son bureau à Koulikoro. Puis, une année après, ils ont déménagé à Kuchala. De là-bas, sous l'égide de son mentor, Yaya a eu le soutien de la famille et il a ouvert son propre bureau en 2003 à Caille. De Caille, de par ses relations et son amour pour le travail, et comme bon nombre de Maliens, il est allé tenter sa chance en Mauritanie. Maintenant, arrivé en Mauritanie, il a intégré d'abord l'association des Maliens ressortissants en Mauritanie, à Nouakchott précisément. Mais encore, il s'est imposé avec son dynamisme et il a été en 2009 le président de l'association des Maliens ressortissants en Mauritanie, Yereko, le siège qui se trouvait à Nouadhibou. Maintenant, on a ramassé quelques réalisations qu'il a fait durant son parcours, notamment en Mauritanie. Il était à l'origine de la création du siège de Yereko à Nouadhibou. Ensuite, une salle d'animation culturelle à Nouadhibou, une salle d'animation culturelle malienne, je précise bien, où tous les Maliens se retrouvaient et se côtoyaient. Aussi, de recadrer et de sensibiliser les partants volontaires à l'immigration de la façon marocaine. Et sans oublier que le Yaya était l'un des principaux soutiens de la famille. Il a vraiment beaucoup fait. C'est par exemple les machines couturières, parce qu'il y avait des tailleurs parmi nous, et nos soeurs aussi pour les activités commerciales. Donc en quelques lignes, j'ai essayé de résumer un peu le parcours de mon grand frère. Et je m'excuserai un peu sur l'émotion. Merci bien. Merci. L'émotion est là et on vous en remercie pour ça. Voilà donc, mesdames et messieurs, chers invités, chers confrères, nous allons devoir passer la parole à madame Cissé Aminata Diallo pour son témoignage parce qu'elle était avec Yaya lors de la date du crime où Yaya était à Bamako à l'aéroport. C'est elle qui a accueilli Yaya à l'aéroport. Donc, elle est vraiment bien placée pour en tout cas nous donner d'informations par rapport à cela. Madame. Oui. Mais Dominaya, c'est Selena, ni de Tarakoumbe, ni Nendi. What did you do? Air du Mena. Anana, 2 heures du matin. Agora wakati an kɔni dugu tilala k'an ta report la yan don tiɲɛna ne yɛrɛ kɔni taara a nɔfɛ communication bɛ kɛ wagati min fɛnɛ ne tun b'a kɛrɛfɛ k'a fɔ problème kɛra communication bɛ kɛ wagati min ne tun b'a kɛrɛfɛ n b'a yira k'a fɔ a tun tɛ Mauritanie quoi. Je suis un ami d'enfance de Yaya. Oui. On a grandi pratiquement ensemble. Oui. On est presque des jumeaux, si je peux dire ça. Yaya ne vient jamais à Bamako sans passer chez moi. Donc la date à laquelle ils sont en train de dire que Yaya était à Mauritanie, moi je confirme ici, c'est faux et archi faux. Faux et archi faux. Yaya était bel et bien ici à Bamako. Donc c'est 2 jours après son arrivée ici à Bamako, il est venu chez moi. On a pu lutter ensemble, on a bien causé, on a parlé de tout. C'est mon ami d'enfance. Et ça a été une grande surprise pour moi. On dit que Yaya a commis un crime. Yaya n'est pas de ce genre. Moi je le connais. Yaya ne peut pas tuer quelqu'un, jamais dans sa vie. Il ne peut pas. J'étais très surpris en me disant que Yaya est impliqué dans un meurtre. Moi je le connais, c'est mon ami, on a fait tout ensemble. C'est faux et archi faux. Merci. Il peut jamais. Laurence peut témoigner, lorsque il m'a appelé, il dit qu'il a mon numéro. À Laurence, je peux donner mon numéro, les gens peuvent vérifier là-bas.
Il m'a appelé, il dit que là, il dit que ouais, je suis à la maison. Il est venu chez moi. On a causé, on a tout fait ensemble. Après, tout son séjour, presque, j'étais ensemble. Et puis, lorsque est retourné, après, on veut me dire qu'il est impliqué dans un meurtre. C'est faux, c'est faux. Le meurtre concernant quelques concitoyens vivant en Mauritanie. De retour en Mauritanie, il a plaidé pour la libération de ces derniers, sinon pour une justice équitable de ces derniers. Et 3 ans après lui, on l'accuse d'être responsable du meurtre. Voilà ce qu'on a pu comprendre lors de l'intervention de M. Maître Karamé. Maintenant, nous allons vous donner la parole, chers confrères. Vous allez poser les questions. Maintenant, la procédure, je ne sais pas si on va poser les questions et les répondre ou bien on va recenser les questions. C'est à nous. L'application du journal La Caravane, journaliste d'investigation. Alors, je suis parmi vous, journaliste d'investigation, ça veut dire quelque chose. D'abord, je suis malien et voilà un malien, n'est-ce pas, dans les mains de la justice, quelque part, sur notre territoire, et nous compatissons à cette douleur. Et ça veut dire que je ne suis pas également, c'est-à-dire insensible. Je vois, n'est-ce pas, les pleurs du demi-frère de M. Sissi. Également, madame, j'ai connu certainement à l'après-cam, c'est là que j'ai connu madame. Voilà. Et elle ne m'a pas reconnu, mais je suis là. Je ne suis pas là comme visiteur, je suis là comme journaliste. Mais ce que je veux pour la précision, parce qu'on ne le connaît pas, on a vu les traits, n'est-ce pas, sur la photo, c'est vrai, un homme innocent, ceci, cela, on ne peut que dire comme ça, par le sourire et tout cela. Mais ma question serait, je dis bien, c'est-à-dire ce qu'on dit, on ne va pas comme ça, hein, c'est pour rassembler tout ce que nous avons constaté ça et là, et faire notre document, chacun va faire. Et ce que je veux, quel est le lien, n'est-ce pas, entre M. Sissi et ces présumés, en fait, ces détenus qui sont là. Pourquoi il se porte défenseur de ces gens? Est-ce que parce qu'il est président de Yereco, alors à ce titre, il fallait défendre, n'est-ce pas, les membres de l'association, ou bien directement, c'est des liens très... il y a un lien de sang, ou ceci, cela, quelque part. Je pourrais un peu connaître le terrain. Le meurtre, n'est-ce pas, et lui, il a été complice. Ou bien directement, il est déclaré le meurtrier, ou bien il est complice de ce meurtre. Est-ce qu'en Mauritanie, on a arrêté des gens, soit quelqu'un, l'auteur principal, qui est, n'est-ce pas, reconnu comme l'auteur principal. Et c'est ce qui va surgir 2 ans après, n'est-ce pas, les investigations qui vont nous amener à plaider monsieur. Elle est la suivante. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de régler ce cas d'erreur judiciaire par voie diplomatique? Par voie diplomatique. Je ne sais pas si vous avez compris. Des questions qui ont presque été prises en charge par les prédécesseurs, à savoir pourquoi est-ce qu'on l'a soupçonné lui? Quels sont les liens qu'il pourrait y avoir qui font qu'on les soupçonne? Première question. Et deuxièmement, effectivement, est-ce que les autorités politiques maliennes sont informées et est-ce qu'elles sont saisies? Au niveau de Orange, parce que vous avez mis aussi le problème à ce niveau, pourquoi ça prend tant de temps au niveau de Orange? Parce que quand même avec toute cette technologie-là, on s'est dit que bon, peut-être en une journée on peut gérer cette affaire. Est-ce que vous avez quelques explications par rapport à ça? Dernière question, c'est quels ont été vos derniers contacts avec M. Sissé et dans quel état d'esprit était-il? Je vous remercie. J'aimerais savoir, où en est-on avec l'actuelle procédure? Parce qu'aux dernières nouvelles, quand je me suis rendu sur l'affaire de Yaya, elle m'avait montré certains documents où on parlait d'épée, d'une certaine, je ne sais pas quel est le nom, on a dit. Dia, oui. Où en est-on avec cette procédure? C'est à savoir si l'arrestation de Yaya n'est pas orchestrée par la représentation diplomatique du Mali en Mauritanie ou par des tierces personnes qui sont des Maliens qui résident en Mauritanie. Ça, c'est la première question. La deuxième question est que j'ai collaboré avec Yaya, c'est un camarade de lutte, on a fait la même ensemble. Il est connu par le ministre des Maliens de l'extérieur, il est connu par beaucoup de députés à l'Assemblée nationale et il est connu par même le premier magistrat du Mali. Et que lui, il vit dans ce pétrin-là, les autorités politiques maliennes ne disent rien, qu'est-ce qui ne va pas au fils? Est-ce que vous avez cessé à rencontrer le ministre des Maliens de l'extérieur?
pour qu'ils vous disent réellement ce qui ne va pas. Voilà, c'est ça, c'est dit. Habib, d'accord. Il leur demandait, si je ne me trompe pas, quel était le lien entre M. Cissé et les présumés auteurs ou co-auteurs, s'il a intervenu simplement en président des Maliens ou bien s'il y a un autre lien. Moi, lors de mon intervention, de ce que j'ai eu à faire comme discours, j'ai signalé que si j'étais personnellement convaincu que M. Cissé était coupable, peut-être j'allais demander une clémence, sinon une diminution de sa peine, à mon avis. Mais je suis convaincu que son cas, c'est un cas d'erreur judiciaire. M. Cissé, comme on a tenu à le souligner et à témoigner par son frère, pourquoi on a parlé de sa vie, de son cursus, c'est quelqu'un qui est disponible, qui est toujours au service des autres. Il y a M. Konaké ainsi que son ami Maïga qui ont témoigné dans ce sens-là. Mais lui, il pense qu'on doit toujours chercher à régler les problèmes de ses compatriotes. C'est pourquoi, en sa qualité de président de l'association des Maliens de l'étranger, Yerako, il est venu 2 ans après le crime. Il a commencé à faire des démarches, non seulement au niveau du commissariat, du tribunal et de la prison, pour voir comment est-ce qu'on peut libérer ceux qui ne sont pas coupables. Il a fait ces démarches-là. Sinon, est-ce que quelqu'un qui se sent coupable dans un pays étranger, qui dans une hypothèse où il est arrivé à s'échapper et venir dans son pays, vous pensez qu'à moins de 2 ans, 3 ans, il va retourner dans ce pays-là s'il pense qu'il est coupable? Donc moi je pense que le lien simplement qui est entre M. Cissé et ses co-auteurs, c'est parce que c'est des membres de son association qui veut dire que c'est des Maliens, des compatriotes pour lesquels il a été choisi et pour lesquels il doit se battre. Je pense que c'est la seule raison. Je ne sais pas si vous êtes satisfait. Oui, là, c'est la deuxième question. Je voulais savoir s'il y avait un auteur principal, un présumé auteur principal ou auteur. C'est ça la deuxième question. S'il y avait quelqu'un qui est accusé à quelqu'un dans ce dossier-là. Oui, il y a le principal auteur, celui qui est présumé auteur. Parce que tant que la procédure n'est pas totalement terminée, on ne peut pas parler d'auteur ou de auteur. Le présumé auteur, le principal, c'est un certain Baïdjara. Il est avec M. Cissé. Et c'est là aussi que je vais vous dire que moi, j'avais mon propre cousin qui faisait partie. Lui, son cas, c'est pour vous dire qu'on peut être condamné comme ça à tort. Lui, son cas, il a été libéré pour le moment, mais il a purgé sa peine de 2 ans comme complice. Et hier, si je tiens à le souligner, c'est un cas de complicité, on a dit. On a dit présumé complice. Mon cousin, lui, le vieux qui est supposé être leur aîné là-bas, par solidarité, on lui a demandé il est mécanicien garagiste. Il a de leur prêter. On a dit que c'est une complicité de moyens. Il a donc donné moyen à l'auteur principal. Mais il a clamé son innocence en veille, il a tout fait. Et moi, c'est vrai, à l'époque, avant que je ne connaisse Cissé, j'ai eu à saisir des camarades, des confrères mauritaniens qui l'ont défendu aussi. C'était du tabou là-bas. Les avocats même avaient peur de s'intéresser trop à cette affaire. Seuls les gens courageux pouvaient le faire. Donc il y a des liens aussi, il n'y a pas de lien. D'après les explications. Pourquoi c'est le tout sur le chemin de mon compatriote qui sont là-bas? Il faudrait voir le président de la République pour qu'il puisse toucher son homologue de la Mauritanie, la première dame du Mali. Donc, ces voies-là ont été vraiment prospectées. Mais
J'ai dit entre-temps que hier, dans sa tête, c'est qu'il n'est pas coupable. Il n'a pas commis le même. Donc si il va sur la voie de la grâce présidentielle, on va le gracier, il va sortir, mais il va toujours avoir sur sa conscience le fait qu'il est coupable de meurtre. Donc pour lui, rien n'est perdu. Il faut terminer avec la voie judiciaire. La voie judiciaire, il y a l'avocat qui est en Mauritanie qui a saisi les ministres de la Justice pour que la révision puisse être exercée comme voie de recours par ces derniers. Et la révision, souvent, ici, si c'était au Mali, il y a ce qu'on appelle le rabat d'arrêt qu'on peut demander. Mais en Mauritanie, ça peut être, ils ont appelé ça la révision. Sont là-dessus et je sens que le monsieur, il est sincère avec nous. Parce que chaque fois que je l'appelle, il me prend pour mon nom pour me dire, Ahmed Karabé, vraiment, on a là-dessus. Rappelez-moi sincère. Sinon, demain, on vous rappelle. Rappelez-moi demain. Et ça fait à peu près plus de... On a envoyé ça, c'est fait depuis le 11 mars. Depuis le 11 mars, on le harcèle. Il nous promet quand même, il nous dit qu'à la date d'aujourd'hui, ils ne sont pas arrivés à avoir des traces de communication. Parce que pour nous, c'est quelque chose de très important. Parce que si on arrive à prouver que, étant à Bamako, ces numéros de téléphone ont pu appeler Yaya ici, ou bien Yaya a pu appeler ces numéros à partir de Bamako, ça nous fait avancer dans la vie. Mais malheureusement, on a un Malien qui est condamné à mort. C'est en voulant aider ses compatriotes, mais le monsieur il a compris. Moi, je pense qu'il est sincère. En tout cas, on n'a pas la réponse. Pour en le point avec la procédure, je pense que c'est bien ça la question de M. Sow. La procédure actuelle. J'ai une dernière question. Par rapport au dernier contact avec M. Cissé et dans quel... C'est important. Et moi, l'une de mes questions à lui poser était de savoir est-ce qu'on ne maltraite pas? Est-ce qu'il n'a pas de problème de santé? Moi, il m'a dit que, en tout cas, il s'entend bien avec les surveillants de prison. Parce que s'il arrive à nous appeler fréquemment, c'est parce qu'il est dans de très bonnes conditions. Ici même, pour avoir le téléphone, appeler les gens, c'est pas facile, à plus forte raison dans un pays étranger. Il nous appelle fréquemment. Et de par sa voix, je ne l'ai pas vu, mais de par sa voix et de par les questions posées, il se porte bien. Son moral aussi est de fer. Je pense qu'il a un mental très fort. On ne sent même pas que c'est quelqu'un, c'est vrai, il nous demande de faire ceci, de faire cela. Ça c'est des bonnes guerres, c'est pour qu'il puisse sauver sa vie. Mais il n'est pas trop affolé. Hein? L'affolement, on ne le sait pas beaucoup. Mais en tout cas, je pense que ça. L'année dernière, quand j'étais en communication avec quel nom? C'est Noum Sanogo. Je l'avais posé la question, je l'avais demandé comment est-ce que tu arrives à téléphoner et à te connecter même ta demande dans la nuit. Et il m'a carrément dit que même le directeur de la prison, quand il a expliqué, même le directeur de la prison est convaincu qu'il est innocent. C'est pour cela que le directeur de la prison lui a facilité beaucoup de choses. Et c'est ça qui lui permet d'être en contact avec les gens. Et moi, je l'ai eu la semaine passée seulement, on a eu à parler plusieurs fois la semaine passée. Il se porte vraiment très bien. Très bien, très bien. Monsieur Sow, je voulais savoir la procédure actuelle. Bon, on a été interrompu avec des témoignages, je pense bien. Où en est-on, M. Karam? D'après mon confrère de la Mauritanie, il m'a envoyé un mail dans ce sens-là, une correspondance. Il a saisi le ministre de la Justice mauritanien pour que lui, il puisse exercer les voies de recours après la chambre criminelle, la cour pénale mauritanienne, la chambre pénale. Donc il a exercé ces recours-là. Et lui, il est vraiment en train à ce niveau aussi de le bousculer. Et il a besoin de témoignages et d'appui pour qu'il puisse avoir ça. Parce que cette conférence-là, si on arrive, c'est l'occasion de vous demander s'il vous arrive vraiment de faire des écrits là-dessus, ce serait une bonne chose de nous faire parvenir ces copies à titre de contribution
Parce que ces copies-là, nous allons peut-être faire un Facebook, essayer d'envoyer ça rapidement à notre confrère de la Mauritanie. Il pourra savoir qu'il y a des Maliens qui connaissent bien Yaya. Il y a des nouveaux témoignages, comme on l'a dit dans le thème de notre conférence. Je crois qu'avec ces documents-là, ça pourra vraiment nous aider pour que notre compatriote puisse avoir la vie sauve. Donc la procédure est à ce niveau. Monsieur Gourou, le caméraman s'interroge sur la passivité des autorités du Mali. Et son hypothèse, c'est que n'y aurait-il pas une très bonne sécurité contre Yaya Cissé. Pourquoi les autorités du pays sont passives vis-à-vis du cas Yaya Cissé, qui est autant bien connu comme représentant des Maliens de l'extérieur à Mauritanie, dans les relations, souvent d'entrer un peu. Et ça, c'est des questions politiques, j'avoue très sincèrement que je ne pourrais pas donner des réponses à ça. Je ne sais pas. S'il y a une passivité, je ne sais pas. Pourquoi ils ne bougent pas? Pourquoi les autorités ne bougent pas? Est-ce qu'il y a une cavale? Ils combinent vraiment ça? Je ne peux pas répondre à cette question. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'écoute, qui aime des sujets pareils. Collabore beaucoup avec les associations des jeunes et tout ça là. Pourquoi ne pas les impliquer dans cette affaire? Ils pourront quand même booster un peu l'affaire. L'apport pourrait être capital. C'est tout ça. D'abord, pour qu'on puisse avoir satisfaction. Pourquoi ne pas approcher Aïdara ou d'autres chefs religieux? Je pense que c'est une très bonne idée, à mon avis. Et je pense qu'on n'est pas resté assis quand même. J'ai appris qu'il y a eu des marches de soutien. Pourquoi ne pas créer des comités? Quel bon réseau, n'est-ce pas, je ne sais pas, de soutien, réseau malien, réseau bien africain, de soutien à M. Cissé. Et plus loin, si la presse, les camarades, on peut organiser également une rencontre avec la presse mauritanienne, qui discute et rendre visite, aller à une investigation pour connaître un peu les conditions de vie de l'autre là. Mais tout cela chapeauté, n'est-ce pas, avec le ministère des Maliens de l'extérieur. Et là, ça permettra à monsieur, n'est-ce pas, de faire une réaction. Parce qu'il faut... Est-ce que vous avez cette possibilité? Pourquoi pas? Si les conditions sont là, on va voir ensemble. Les conditions, soyez précis, monsieur. Les conditions, c'est que c'est des journalistes. On est là, on tient une liste, on tient une réunion avec vous, on dégage les moyens, c'est-à-dire comment aller vers ces gens. Point. Laissant de petites dépenses. Mais je ne sais pas, concrètement, en organisant une rencontre avec nos journalistes mauritaniens au Mali ou bien en Mauritanie, dans tous les cas, ça